Il est à deux doigts d'engager la France dans une guerre. Alors, je le président de la d'abord. République, qui est premier personnage de l'État, dit une chose, mais la quatrième personnage de l'État, la présidente de l'Assemblée nationale, se rend aux côtés de l'armée israélienne, d'une armée en guerre, d'une armée qui colonise. Le président de la République est à la tâche, contrairement Monsieur à vous, monsieur la Guiraud voix de la et France, monsieur Mélenchon. Elle résonne comme dans une pièce vide. Parce que la voix de la France n'aboutit à rien en ce moment. Le président Emmanuel Macron fait une déclaration. Soutenez l'action de la France. L'heure qui suit. Arrêtez de tirer contre votre Excusez-moi, monsieur de parler. Guiraud. Non, mais parce L'heure qu'en qui fait, suit. vous êtes dans de la politique politicienne. Si je peux alors parler. David Guiraud détruit un militant pro-israélien en direct. Le député de la France Insoumise était invité sur le plateau de BFM afin d'analyser l'état catastrophique de la diplomatie française. Mais très vite, la tension monte. Ce qui devait être un simple échange tourne à l'affrontement frontal avec un militant pro-israélien bien décidé à défendre l'indéfendable. Face aux incohérences servies par ce partisan d'Israël, David Guiraud démonte méthodiquement chaque argument. D'un côté, un discours calibré, tentant de justifier les massacres au nom du droit à se défendre. De l'autre, une démonstration implacable de la duplicité occidentale. Comme vous allez le voir, il l'a littéralement détruit en plein direct. Mais avant, Jean-Luc Mélenchon avait déjà planté le décor. Avec sa vision profondément pacifique du monde, il dénonce le recours systématique à la violence et rappelle l'absurdité criminelle de croire qu'une frappe nucléaire puisse résoudre quoi que ce soit. Derrière chaque bombe, il y a des vies humaines sacrifiées. Mélenchon expose l'irresponsabilité glaciale de ceux qui instrumentalisent la guerre comme une solution. Le coup de la bombe atomique des Iraniens, peut-être que nous pourrions être ébranlés ou hésitants et disant « écoutez, il y a un problème, on réfléchit, peut-être qu'il n'y a pas de peut-être ». Depuis 1996, M. Netanyahou a dû je ne sais combien de fois, et il y a, vous verrez une vidéo qui circule, où l'on voit comment, depuis 1996, à intervalles réguliers, M. Netanyahou sort de sa boîte en disant « dans 3 mois, dans 6 mois, l'Iran va avoir la bombe nucléaire, etc. » If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly. If they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Évidemment, tout le monde est attentif quand on évoque la bombe nucléaire de ce régime, parce que on sait que le régime a menacé de rayer Israël de la carte, qui est une position qu'aucun d'entre nous ne peut accepter, ni de près ni de loin. Car de même que nous ne sommes pas d'accord pour qu'on attaque l'Iran, nous ne sommes d'accord pour qu'on attaque personne. C'est dans notre logiciel de base, c'est une vision pacifique de l'existence du monde et préférant toujours le recours à la diplomatie plutôt qu'aux armes. Donc ils n'ont pas l'uranium en quantité suffisante, deuxièmement ils n'ont pas le vecteur, et par conséquent le risque n'est pas immédiat. Mais ce n'est plus seulement moi qui parle dans cette affaire, c'est le gars qui est le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui vient de déclarer « Nous ne sommes pas en capacité de dire que l'Iran fait un effort vers la fabrication d'armes nucléaires. » D'accord ? Bon. Donc il n'y a à cette heure aucune raison de croire ceux qui nous disent que l'arme est prête et qu'elle va être tirée sur Israël. Ce n'est pas vrai. Non, le droit à la guerre préventive n'existe pas. C'est pour ça qu'on a fait les Nations Unies et avant la Société des Nations. Pour qu'il n'y ait plus ni de guerre préventive, ni, pensait-on, de guerre. Et lorsqu'il y a une guerre, il y a des outils d'intervention politique pour les faire cesser. 1, cessez-le-feu. 2, réunion du Conseil de sécurité avec une proposition. Et sinon, convocation de l'Assemblée générale des Nations unies. Et si nous dirigions le pays, c'est ça qu'on ferait. Le professeur Belig Nabi enfonce le clou. Il démonte le discours américain et israélien avec une précision juridique implacable. Les opérations militaires menées sont tout simplement des violations du droit international. Ni l'Iran, ni Israël n'ont de légitimité à se poser au-dessus des lois internationales. L'impunité d'Israël devient un scandale planétaire. Oui, pour des raisons qu'on a évoquées plus ou moins, notamment de nature géopolitique, mais aussi d'abord et avant tout, et ça n'a pas été dit pour l'instant, parce qu'il n'y a plus de loi. Ouais. Il n'y a plus de règles de référence. Et tout le monde tend à euphémiser ce qui se passe. L'opération américaine relève d'une agression, en fait, tout simplement, en langage du droit international.
c'est une violation du droit international, ça relève même d'un crime international, l'agression militaire contre un État souverain dont le régime est détestable à souhait. Mais malheureusement, peut-être pour certains, ce critère de la nature du régime politique d'un État n'entre pas en ligne de compte pour relativiser l'agression militaire vis-à-vis d'un État. Pourquoi ? Parce que l'Iran est un État souverain comme Israël est un État souverain. Voyez, donc c'est assez impressionnant et remarquable de constater les types d'échanges à la fois médiatiques et politiques autour de ce qui se passe depuis un certain temps, et surtout lorsqu'on garde à l'esprit notamment la dernière agression d'une ampleur assez plus ou moins, qui n'est pas comparable, mais qui était une agression vis-à-vis d'un autre État souverain, c'est la Russie contre l'Ukraine. Il y avait unanimité pour qualifier la nature de cet acte. Aujourd'hui, on oublie cette dimension-là, comme si le droit international était neutralisé, eu égard à deux paramètres, eu égard au statut de première puissance mondiale des États-Unis, ce qui lui donnerait donc peut-être un statut aussi particulier qui n'existe pas, encore une fois, en droit international. Et Israël, alors là, ça s'inscrit dans une histoire qui est longue, de violation systématique du droit international et d'impunité en la matière. Et au Parlement européen, Manon Aubry frappe fort sur le blocus médiatique. Lorsqu'un journaliste tente de minimiser la flottille humanitaire en direction de Gaza, elle retourne la question « Pourquoi n'avez-vous jamais parlé des précédentes tentatives ?» La réalité, c'est qu'en plus du blocus humanitaire, il y a un blocus médiatique complice qui étouffe la vérité sur Gaza. Les victimes n'ont même plus droit à l'information. Sur la flottille de la liberté, il y a eu pas mal de critiques, notamment sur une forme de mise en scène, par exemple d'une eurodéputée qui fait la cuisine sur un bateau, etc. sont un peu en décalage avec la gravité de la situation. Pardon, mais les dernières fois où les flottilles de la liberté sont parties en toute discrétion, sans aucune médiatisation, est-ce que vous en avez parlé, vous, journalistes ? Non. Est-ce que ça a fait la une des journaux quand le 2 mai précédent, un des bateaux de la flottille de la liberté a été attaqué par des drones ? Non. Est-ce que ça a fait de la une des journaux quand, il y a quelques années de cela, 10 personnes sont mortes parce que attaquées alors qu'ils voulaient briser l'embargo humanitaire, qui ne date pas d'aujourd'hui, l'embargo humanitaire dans la bande de Gaza. Et je pense qu'elles ont déjà brisé un premier embargo, qui est l'embargo médiatique, puisque vous en avez parlé. Certains ont voulu se moquer, qui continuent à se moquer. Nous, on continuera à faire le travail qui est le nôtre, c'est-à-dire à dénoncer les exactions du gouvernement israélien. Et je crois que cette flottille de la liberté y a contribué. Et puis, vous pouvez être sûr que, quoi qu'il arrive, et en toute hypothèse, il y aura d'autres flottilles de la liberté, encore plus nombreuses, peut-être avec encore plus d'élus, jusqu'à ce temps que la Palestine soit libre. Et là, c'est le grand n'importe quoi. Kevin Bossuet, tellement caricatural dans ses propos, donne l'impression d'un acteur engagé pour jouer le rôle de la caricature absolue. Ses interventions frisent le pathétique. D'entendre le terme négociation. Comment voulez-vous négocier avec un régime qui est un régime islamiste, qui est une dictature? Cela n'a aucun sens. Ensuite, j'aimerais dire aussi autre chose. Israël n'est pas en guerre contre l'Iran. Israël est en guerre contre le régime islamiste de l'Iran, et le peuple iranien est un peuple éclairé avec une très grande histoire, et c'est un peuple frère avec celui d'Israël. Et enfin, j'aimerais aussi avoir une pensée pour tous ces Israéliens qui vivent aujourd'hui un cauchemar, parce que leur vie est ponctuée par des alertes. Leur vie est ponctuée entre la peur, mais aussi l'espoir de voir finalement la tête de la pieuvre décapitée, et leur dire finalement, vous savez, ce qui se passe en France n'a pas grand intérêt. Ce que fait M. Macron n'a pas grand intérêt. Ce président ne restera pas dans l'histoire. Par contre, vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose d'historique. Lutter contre l'islamisme, lutter contre une théocratie criminelle, et finalement se dire que vous jouez votre existence, vous jouez peut-être une seconde Shoah, parce que quand vous avez le régime islamiste qui menace comme tel Israël, c'est ce qui risque de se passer. Donc il y a beaucoup de gens en France qui soutiennent évidemment le peuple israélien. Je vous interromps Mais l'absurde atteint son sommet lorsqu'un ex-boxeur qui a quitté l'Iran enfant vient sur les plateaux français prétendre parler au nom de tout un peuple, affirmant que les Iraniens seraient reconnaissants envers Netanyahou de les bombarder. Cette scène pathétique interroge. Est-ce cela l'expertise géopolitique en 2025 ? Je parle dans l'ensemble des Iraniens, ils sont contents.
on espère que ça va aller au bout. Ils espèrent que ça va aller au bout. Sans l'attaque israélienne, jamais ces criminels de Mollah qui, grâce à une religion arriériste, esclavagiste, ont mis sous esclavage un peuple, jamais ils seraient partis. Mais ils sont contents, Maillard Monchipour. Il y a quand même ces frappes. Il y a des victimes, au moins 224 morts d'après les autorités iraniennes. Que des civils. Alors, je vous explique, je vous explique une chose, mais je le sais, j'ai eu une amie qui m'a même insulté, qui m'a dit, vous vous rendez pas compte qu'on est sous les bombes, on a peur. Mais regardez, quand je suis un dignitaire des pastorants, des gardiens de la Révolution, au 4e étage. On cible le 4e étage, vous avez vu les images, c'est très bien ciblé. Oui, je veux bien, le 3e étage est un peu touché, parfois même il y a des blessés, voire morts. Mais vous croyez que vous et moi, on peut habiter au 3e étage dans cet établissement? Ce ne sont que des gens du régime qui sont là. Ne vous inquiétez pas, monsieur, tout le monde n'est pas touché et un peu touché. Mais on les voit fuir. Tous ceux qui habitent Téhéran, tous ceux qui pouvaient, en tout cas, ont quitté Téhéran. C'est pas, parce que Téhéran, c'est 10 millions de personnes. Oui, mais il y a quand même plein de gens qui... Bien sûr. Mais regardez, mais ils sont inquiets, pas de souci. Mais regardez, dans l'ensemble, les Iraniens remercient les frappes. Dans l'ensemble, je ne parle pas au nom des Iraniens de tous. Dans l'ensemble, ils remercient Israël d'avoir frappé et peut-être de nous débarrasser des mollahs. Quelque chose, encore une fois, que vous ne maîtrisez pas. Vous savez ce qu'ont dit les Iraniens? On est sous occupation depuis 79, depuis 46 ans. On est sous occupation. Les mollahs, l'islam, les islamistes, ce n'est pas l'Iran. L'Iran, c'est autre chose. Mais malheureusement, je sais très bien que c'est pas maîtrisé chez nous ici. Comme si ce n'était pas assez, un autre moment surréaliste s'installe. Alors que la femme iranienne, assise à côté de lui, tente de donner une perspective authentique, c'est ce même individu, Ulysse Gosset, journaliste vedette, qui cherche à lui dicter ce qu'elle doit penser pour justifier les frappes israéliennes contre son propre pays. L'arrogance occidentale dans toute sa splendeur. Sa chance de choisir son destin. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'avec le chaos qui règne en Iran, avec une bonne destruction de l'appareil militaire, est-ce que, comme le disent les Israéliens, il y a une possibilité de soulèvement de la population, ou est-ce que vous n'y croyez absolument pas? Alors déjà, j'aimerais dire que c'est pas aux Israéliens de s'autoriser à donner des directives à une population millénaire, certainement pas Monsieur Benjamin Netanyahou qui est sous mandat d'arrêt international. Et qui les bombarde en leur demandant de se soulever, ce qui est absolument obscène. De la situation pour se révolter ou pas? Alors, les Iraniens, il n'est pas question ils nous ont pas attendu nous ni les bombes de Monsieur Benjamin Netanyahou pour se soulever. Premièrement, la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, la première condition à pouvoir exercer le droit à l'autodétermination pour la société civile iranienne, c'est donc un cessez-le-feu immédiat. C'est la libération des prisonniers politiques qui aujourd'hui sont la véritable opposition de la société civile iranienne. Je rappelle que dans ces oppositions politiques enfermées dans la prison d'Evin, il y avait quand même un prix Nobel de la paix. Madame Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2020. Donc vous ne croyez pas au soulèvement populaire à l'occasion de cette attaque israélienne? Ce n'est pas, en fait, la question n'est pas de se dire est-ce que on va pouvoir laver notre conscience, nous, communauté internationale, qui avons complètement abandonné cette population civile, de la voir se faire bombarder et se dire bon, alors dans ce cas-là, ça peut être pas trop mal parce que finalement ils peuvent se saisir de cette opportunité pour se soulever. Il me semble que ça, c'est un discours qui est irresponsable. Par contre, se dire que on va faire un cessez-le-feu et rectifier le tir, aujourd'hui le chaos, et semer dans dans tout le Moyen-Orient, dans toute la région, si on rectifie le tir aujourd'hui, il est temps de dire stop, il est temps de saisir cette occasion. Alors justement, on va écouter le ministre des Affaires étrangères. L'ancien ministre monte alors au créneau et pose des mots terrifiants sur une situation que tous cherchent à minimiser. Face aux crimes commis, la communauté internationale reste paralysée. La France se tait. La diplomatie française s'efface dans un silence assourdissant. Est-ce qu'Israël respecte le droit international? Non. Est-ce que Benjamin Netanyahou respecte le droit humanitaire international? Non. Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. Dire que la France n'a pas... Arrêtez-vous là. Est-ce qu'elle le fait dans le respect du droit international? Oui, mais... Non, mais arrêtez-vous là. Ok. Arrêtez-vous là. Mais... Pardonnez-moi, Madame Borde, c'est pas l'idée que je me fais de la diplomatie. Il faut aller chercher dans ces situations-là, jour et nuit, sans se contenter de belles paroles. Nous ne sommes pas sans moyens pour agir. Créer un État palestinien, offrir une perspective à une population qui, depuis 1948, n'a pas d'espoir. Le respect du droit international. Est-ce qu'Israël respecte le droit international?
Non. Est-ce que Benjamin Netanyahou respecte le droit humanitaire international? Non. Nous devons faire œuvre de justice, sans quoi ce conflit deviendra de plus en plus un conflit religieux entre deux mondes. Nous l'avons évité en 2003. Nous avons montré aux pays arabes que nous étions capables de dire non aux Américains. Aujourd'hui, nous ne parlons pas assez fort pour pouvoir éviter cet affrontement entre les Blancs. Shirin Ardakani, avocate et militante, partage alors un témoignage lourd de sens. Elle décrit le choc intime qu'elle ressent sur les plateaux télé, en constatant comment certains en Occident prétendent décider à la place des peuples du Moyen-Orient. Et pendant ce temps, Netanyahou, poursuivi pour crimes contre l'humanité, continue son entreprise de destruction en toute impunité. Écoutez, au départ, c'était la sidération dans les premiers jours, cette guerre qui arrivait un peu par surprise, parce que la guerre arrive toujours par surprise, on ne s'y attend pas. Mais là, je crois que je suis rentrée dans un état d'esprit différent à l'image des Iraniens. Je crois que je suis dans un état d'esprit de mobilisation, parce que je crois que cette séquence, elle est quand même, il faut comprendre ce qui se passe. On a un État d'Israël dirigé, encore une fois, par Netanyahou, visé par un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et contre l'humanité, qui va frapper au motif de la guerre préventive, de la guerre dite propre et chirurgicale. Nous savons que tout ça n'est absolument pas légitime et justifié, mais qui frappe qui? Un dictateur sanguinaire, Khamenei, et qui est là pour être le gardien et le gendarme et le médiateur? Trump. Tout cela n'est absolument pas sérieux, que j'entende des déclarations ça et là, je vais frapper, je ne vais pas frapper, cette hésitation, ce coup de poker, comme si finalement avec le sort de mes proches, avec une désinvolture, comme si tout cela en fait était un jeu et le sort d'un certain nombre de civils, israéliens comme iraniens, qui dépendaient de deux hommes forts dans le monde. Tout cela n'est absolument pas sérieux. Justement, sur les civils, on parle déjà de plusieurs centaines de morts en Iran depuis vendredi dernier, et de déplacés très nombreux. Avez-vous le sentiment qu'en France, et globalement dans les opinions, disons, occidentales, on prend suffisamment conscience de ce que subissent les civils aujourd'hui en Iran? Écoutez, c'est la première fois que j'ai dû éprouver, en faisant les plateaux télévision depuis une semaine, ce que ça voulait dire en fait d'être un peuple du Moyen-Orient. Vous savez, moi je suis née en France, j'ai grandi ici. Jamais, en fait, je ne m'étais posé ces questions-là sur le fait de savoir comment est-ce que, avec une certaine nonchalance, on explique qu'on va frapper un pays. Après tout, on ne se pose même pas la question de la légalité, on ne se pose même pas la question. Vous savez, on n'arrête pas de m'interroger sur, mais croyez-vous au régime change? Mais qu'est-ce que ça veut dire le régime change? Qu'est-ce que ça veut dire le régime change? Ça veut dire en réalité imposer par la force un leader et faire fi complètement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Moi, je me fiche de savoir aujourd'hui quel va être le prochain leader d'un Iran démocratique s'il est imposé par la guerre illégale, et si ce n'est pas le peuple iranien qui décide de son futur avenir. Oui, on voit d'ailleurs que les États-Unis, Israël seraient intéressés par une arrivée au pouvoir du fils du dernier Shah d'Iran, Reza Pahlavi. C'est insupportable ce qui se passe, mais qui on est pour pouvoir dire qui va être le futur leader d'un Iran libre? Les Iraniens, ils n'ont pas attendu les États-Unis, Israël pour se révolter contre un ordre tyrannique, injuste, religieux et une théocratie. Devant les caméras, la propagande atteint une forme presque clinique. Une propagandiste de l'extrême droite israélienne ose affirmer qu'on peut libérer un peuple en le bombardant. La folie militariste à l'état pur, tuer pour soi-disant libérer. Une inversion glaçante des valeurs humaines les plus fondamentales. Un soulagement certain, une anxiété aussi sur la suite. On a beaucoup de retours sur la situation en Israël qui n'est pas simple. On s'inquiète sur les suites. On s'inquiète aussi pour nos amis iraniens dans la population civile, même si on sait qu'Israël met tout en œuvre pour que la population soit épargnée. On redoute aussi qu'il y ait des blessés ou des morts parmi les civils iraniens. Et en même temps, la conviction, en fait, qu'on est à un tournant de l'histoire. Oui. C'est quelque chose qu'on attendait depuis tellement longtemps, que ce soit les Iraniens ou que ce soit les Israéliens, depuis tant d'années. On espérait qu'en fait, on arriverait à faire tomber ce régime des mollahs. On espérait qu'on arriverait à bloquer le développement du nucléaire par l'Iran. Et on y est. On y est. Et en même temps aussi, de manière très simple, une grosse déception de constater que la France a encore loupé l'opportunité de se positionner avec courage, avec force, avec détermination. Parce que je n'arrive pas à concevoir en fait qu'on soit tellement en retrait, alors que ça fait des années qu'on dénonce ce qui se passe en Iran, qu'on dénonce la condition des femmes, qu'on dénonce la condition des homosexuels. Des années qu'on voit toutes ces exactions commises les unes après les autres. On espérait tous ce moment-là. Et au moment où ça arrive et au moment où la France pourrait enfin participer à la libération du peuple iranien,
On n'y est pas. Et pendant ce temps, Elie Chouraki débarque, lui aussi invité à donner des leçons de géopolitique. Un réalisateur de cinéma recyclé en pseudo-expert qui alimente le grand cirque médiatique de l'idiocratie ambiante. Ce genre de truc doit également survenir également en Iran. Eric, il y a des collabos partout. Hein. Oui. Il y a eu des collabos en France jusqu'à la libération, vous savez, on a sorti les Juifs d'Auschwitz pour leur faire la grande marche de la mort, alors que les Américains étaient en Normandie et qu'on savait que la guerre pour les SS était perdue. Ils les ont fait marcher juste pour les faire mourir parce qu'ils voulaient tuer encore plus. Il y a toujours eu des collabos partout. C'est très grave. C'est très grave aujourd'hui de dire qu'on est pour les mollahs. C'est très grave aujourd'hui de ne pas comprendre ce que Israël est en train de faire pour les Iraniens. Et je ne mélange pas les Iraniens et la République islamique. C'est très grave et j'ai envie de dire que c'est dégueulasse. Parce qu'il y a des hommes qui meurent et des femmes qui meurent en Israël pour sauver une population. Alors c'est vrai qu'ils veulent aussi détruire l'arsenal nucléaire. C'est vrai qu'ils veulent... mais avant tout, je pense que les Israéliens savent depuis des décennies, et maintenant, et ça a été comme un entonnoir, on arrive au bout de l'entonnoir, qu'il va falloir se débarrasser de ce régime pour que la région puisse vivre en vrai et que pour les Israéliens ne risquent pas leur vie, comme la risquent tous les jours les Iraniens. Comment est-ce qu'on peut dire devant des femmes qui ont pris des risques terribles en enlevant leur voile, femmes, vie, liberté. Comment est-ce qu'on peut dire devant des étudiants qui se sont battus, qui ont été pendus sur des places publiques, comment on peut dire ça à leur famille qu'il faut préserver le régime de Mollahs? Enfin, est-ce qu'il faut être fou? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il faut sauver les SS, sauver les SA, sauver... voilà, je suis un peu énervé, pardon. Pour couronner le tout, David Guiraud détruit en direct le militant pro-israélien, démontant une à une ses justifications absurdes et réduisant son discours en miettes sous les yeux du plateau. David Guiraud, la voix de la France a-t-elle été entendue? L'équilibre d'Emmanuel Macron a-t-il porté la voix mesurée de la France? La voix de la France est en train de s'effacer sur la scène internationale. Elle est humiliée par le comportement erratique, hasardeux, d'un président de la République qui parle pour lui, mais pas pour représenter la ligne française. D'un côté, la veille de son départ, il nous donne un peu raison en disant on va parler d'arrêt de la colonisation, on va parler peut-être de cessez-le-feu. On a la première ministre qui, à l'Assemblée nationale, commence à évoquer le cessez-le-feu en nous donnant raison. Et puis il arrive en disant des choses qui sont pas totalement fausses, par exemple sur le fait d'avoir un État palestinien, la nécessité. Et derrière, il annonce une guerre contre le terrorisme, c'est-à-dire qu'il est à deux doigts d'engager la France dans une guerre. Et puis surtout, la voix de la France est aussi humiliée par le manque de discipline flagrant qu'il y a au sein même de la majorité présidentielle. Alors, le président de la République, qui est premier personnage de l'État, dit une chose, mais la quatrième personnage de l'État, la présidente de l'Assemblée nationale, se rend aux côtés de l'armée israélienne, d'une armée en guerre, d'une armée qui colonise, pour dire qu'elle la soutient inconditionnellement dans son nettoyage ethnique. Je pense que la voix de la France résonne et le président de la République est à la tâche, contrairement à vous, monsieur Guiraud et monsieur Mélenchon. Elle résonne comme dans une pièce vide. Parce que la voix de la France n'aboutit à rien en ce moment. Le président Emmanuel Macron fait une déclaration. Soutenez l'action de la France. L'heure qui suit. Arrêtez de tirer contre votre camp, monsieur Guiraud. Non, mais parce qu'en fait, vous êtes dans de la politique politicienne, si je peux alors parler. Les enjeux sont colossaux. L'heure qui suit, les services de l'Élysée démentent. Qui contrôle, qui pilote le navire? On ne sait pas.